Les éditions Goettner présentent L'écho des auteurs. Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'émission qui donne la parole aux auteurs des éditions Goettner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'assister à l'échange entre Mira Prince, sa directrice, et Manar Ahmad, un de ses auteurs. Né à Beyrouth en 1944, Manar Ahmad suit des études de mathématiques, d'architecture et de sémiotique avant de s'engager dans la recherche et l'enseignement, puis l'archéologie. Il a travaillé 14 ans sur Palmyre, où il a dirigé une mission archéologique entre 2009 et 2010. Architecte DPLG et docteur en sémiotique, il aborde l'architecture et la ville pour y chercher un sens qui s'articule sous la forme géométrique et sur les valeurs sous-tendant l'action des hommes. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de sémiotique de l'espace où les questions de méthode sont explicitées en relation avec des cas concrets choisis en raison des caractères structurels qui les articulent. Alors Manar, bonjour. Nous avons commencé notre aventure avec les éditions Goettner autour d'un ouvrage qui s'appelle « Aux racines du Proche-Orient arabe » avec un sous-titre qui est peu commun, qui est un néologisme, Manarad. Manarad qui est un petit clin d'œil à Barthes et qui reprend votre prénom. Et votre prénom qui a une étymologie en arabe qui est celle du savoir, du phare, de l'éclairage. Manar étant celui qui éclaire, donc vous nous éclairez autour d'une aventure étymologique où vous traitez avec un format très spécifique des noms, des concepts concernant l'espace. Parlez-nous de cet ouvrage qui a débuté votre aventure chez Goettner. J'ai inventé ce terme Manarad avant d'écrire le livre. Pour la petite histoire, j'ai croisé vers l'an 2000 à Paris un certain nombre de Libanais et de Syriens très sympathiques et qui discutaient sur Internet, parfois de façon intelligente et parfois de façon moins intelligente. Et je leur ai proposé d'écrire des choses à ma manière, à condition qu'il n'y ait pas de polémique. Je voulais une atmosphère sereine. Et je leur ai dit, je vous écrirai des petites pages pour que vous puissiez les lire, mais c'est des pages écrites, non pas juste des échanges comme on fait au téléphone. Et je me suis imposé un format proche d'une page A4, quasiment une page, que je publiais tous les 2 ou 3 jours. Et j'en ai écrit 220 ou quelque chose comme ça, sur 1 an et demi. Et ça sortait comme ça venait, dans mon imaginaire. Je composais ça souvent au volant, entre mon domicile et mon bureau, à l'aller ou au retour. Au lieu de m'ennuyer devant le feu rouge, je pensais à ce que j'allais écrire. Et les questions que j'ai posées dans ce livre sont des questions de l'identité de quelqu'un issu du Proche-Orient et vivant en France. Donc c'est ce décalage culturel qui m'intéressait et mes lecteurs étaient intéressés puisqu'ils étaient dans le même cas. Et alors, je me suis dit que les composants de la culture, c'est pas simplement le langage, c'est aussi des choses de la vie, en particulier la nourriture, chose à laquelle tous les gens de l'Orient sont très sensibles. C'est autour d'une table que se passent les choses les plus importantes dans la vie. Et donc, j'ai écrit ces petits textes dans un désordre effarant peut-être pour ceux qui lisaient, mais c'était traversé par la question de l'identité de quelqu'un partagé entre 2 cultures. Et donc, c'est l'opposition, la comparaison entre ce qui se dit en français, ce qui se dit en arabe, et parfois ce qui se dit en grec ou ce qui se dit en latin. Et de façon étonnante, on s'aperçoit que les Grecs ont des structures sémantiques proches de celles des Arabes du Levant. Quand on y réfléchit, c'est pas très étonnant. Les Grecs sont restés pendant 700 ans ou 800 ans au Levant. Donc, il y a des choses en commun. Donc, c'est cet ensemble que j'ai rangé après. J'ai eu du mal à ranger. Et j'en ai fait un livre structuré qui a 2 structures. La structure des textes qui arrivent et puis une structure sous-jacente qui le traverse de part en part et qui soulève
les questions fondamentales, qui sont souvent difficiles à poser de façon claire, mais qui passent quand même dans la juxtaposition de ces petits sujets traités sur les façons de parler, sur les façons de se rencontrer, sur les façons de penser l'avenir, de penser le passé, ou de penser la ville dans laquelle on est. Nous vivons en Orient dans des villes qui ont existé pendant 3000, 4000 ans et dont la structure ancienne est toujours présente et qu'on vit de façon inconsciente. Alors ceux qui ne s'intéressent pas à l'archéologie ne le perçoivent pas clairement. Moi, j'essaye de clarifier ce genre de choses. Je sais qu'autour de cet ouvrage, on a fait un formidable travail d'architecture, de structuration, déjà de structuration de toutes ces paperoles, de tous ces papiers qui ont été structurés avec des axes en rapport entre les hommes et l'espace. Et justement, Mana, je voudrais vous demander votre parcours, parce qu'entre architecture et sémiologie, la méthodologie est importante, la structuration est importante, le rapport à la connaissance entre l'espace et les hommes. Vous vous êtes intéressé à l'archéologie et à l'urbanisme. Parlez-nous justement un petit peu de votre parcours et de vos centres d'intérêt. Oui, ça commence il y a longtemps, un peu plus de 50 ans. J'étais à l'école des beaux-arts, je faisais de l'architecture, après avoir fait des mathématiques et d'autres choses. Et ma dernière année dans l'école, j'ai reposé de façon claire et consciente les questions avec lesquelles j'étais arrivé à l'école des beaux-arts, que j'avais posées à mes enseignants et auxquelles je n'avais pas eu de réponse. Et je m'étais dit que s'il fallait répondre à cela, il n'y avait que moi qui répondrais. Et donc j'ai commencé à réfléchir et à lancer des hypothèses dont je parlais avec quelques camarades. Et puis j'en ai parlé avec quelques enseignants. Et je me souviens d'avoir fait le tour de 3 enseignants en qui j'avais de l'estime. Et je leur ai demandé de m'écouter, ils m'ont écouté. Et puis l'un d'entre eux m'a dit que je faisais de la sémiotique sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et il m'a conseillé d'aller chez des sémioticiens, comme Roland Barthes et Grémas. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a été un changement d'orientation conséquent dans ma vie, puisqu'au lieu d'aller construire après l'obtention de mon diplôme, je me suis engagé dans la recherche. Et pour faire simple, la question de base était quel est le sens perçu par nous quand nous sommes dans l'espace avec d'autres personnes. C'est cette interaction spatiale qui n'est pas interrogée, parce que si on passait son temps à réfléchir sur ce qu'on fait, on ne ferait rien. Imaginez que pendant que vous marchez en équilibre dans la rue, vous êtes tout le temps en train de réfléchir à la façon de marcher. Vous n'arriverez plus à marcher. Et donc, il faut se dédoubler à un moment donné, si on veut étudier la vie quotidienne, s'abstraire de cette vie, prendre de la distance, et dans une certaine mesure, on ne la vit plus de la même manière. Et j'ai passé 50 ans à réfléchir sur l'espace, à essayer de trouver le sens. Et qui dit sens dit sémantique, et la sémantique, c'est conçu à l'université comme le domaine des linguistes. Et moi, je voulais transposer du domaine de la linguistique au domaine du non-verbal, du spatial, de l'interaction pragmatique avec les choses et les gens. Donc ça m'a imposé un parcours difficile. J'ai dû me plier aux études de sémiotique et de sémantique avant de pouvoir utiliser ces outils sur le domaine de l'architecture. Et pendant que je faisais ce travail, qui se construisait sur l'observation directe, et je dois dire qu'une phase clé de mon parcours, ça a été plusieurs séjours au Japon, parce qu'il est plus facile d'analyser une culture étrangère que d'analyser la sienne propre. La culture dans laquelle on vit paraît tellement naturelle
qu'elle n'est plus accessible à l'analyse. Alors que si on se trouve devant des gens qui font les choses autrement, on peut poser clairement la question « Pourquoi font-ils de telle ou telle manière ?» Donc, j'ai eu la chance d'avoir une bourse postdoctorale de 6 mois au Japon qui m'a fait progresser énormément. Et c'est avec cette méthodologie mise au point au Japon que je suis revenu pour réfléchir sur des cultures plus proches, soit en France, là où je vivais, soit sur le Proche-Orient, d'où j'étais originaire. Alors, c'est plus facile d'analyser des choses observables, mais les choses observables ne se répètent que si elles sont rituelles. Donc, pendant une certaine phase de mon travail, j'ai analysé des rites religieux, donc des espaces religieux, et des rites laïques d'interaction entre les gens. Et je me suis aperçu en cours de route qu'il y avait une communauté scientifique qui pratiquait une discipline très proche de la mienne, ce sont les archéologues. Ce sont aussi des gens qui, comme M. Jourdain, sont des sémioticiens sans le savoir. Ils passent leur temps à essayer de comprendre ce qu'ils trouvent dans le sol. Ils sortent de la terre, du sable, des objets qu'il faut comprendre, des architectures qu'il faut comprendre, et quand ils ont de la chance, ils ont des villes entières qu'il faut comprendre. Et c'est avec cela que je suis retourné à Palmyre, où j'étais allé comme simple touriste. Mais j'ai été happé, j'ai été attiré, avalé par la beauté du site, qui fait que j'y suis retourné 2 ou 3 fois par an pendant des années, et que je me suis mis à écrire sur Palmyre. Et je commençais par l'espace religieux majeur, celui du sanctuaire de Belle, auquel j'ai consacré une publication chez Goettner. Et j'ai travaillé aussi à l'échelle urbaine, parce qu'on a la chance d'avoir une ville entière à Palmyre, qui est restée telle qu'elle était parce qu'on n'a pas reconstruit par-dessus. Le problème de Damas ou d'Alep, c'est que la ville antique, elle est sous la ville actuelle, et donc on ne va pas raser la ville actuelle pour faire la fouille de la ville antique. Mais à Palmyre, c'est à 20 cm sous le sable que la ville antique se trouve. Et parfois, avec les colonnes ou les murs, c'est en dehors du sable. Donc c'était plus facile. Et donc, c'était le grand retour sur l'archéologie dans lequel j'ai investi des années. Et on peut peut-être un peu être étonné par la variété des sujets que j'ai abordés. C'est que j'ai pris le parti pris très tôt de ne pas faire, comme certains théoriciens du sens, d'écrire des textes théoriques en disant « le signe c'est ceci, le discours c'est cela », et d'expliquer de façon professorale comment les choses se développent d'ordinaire. Ce type de discours généraliste, qui se veut didactique, en fait, rate tout ce qui est original, tout ce qui est particulier, tout ce qui est extraordinaire dans les réalisations des cultures différentes. Et donc, je suis parti de l'idée que, comme le Japon est extraordinaire, Palmyre peut être aussi extraordinaire et paraître aussi étrange. Et donc, je prends des cas concrets, parfois dans l'histoire, parfois dans l'époque contemporaine, et c'est à partir de ces cas concrets que je traite des sujets abstraits. Et quand on prend du recul et qu'on regarde mes publications, on s'aperçoit que les mêmes questions abstraites sont traitées dans 3, 4, 5 articles différents, dans des espaces géographiques différents, dans des époques historiques différentes, mais les questions du sens de base sont les mêmes, elles sont récurrentes, ce qui prouve, a posteriori, la pertinence de la méthode sémiotique, la pertinence des concepts mis en œuvre et leur applicabilité indépendamment de l'espace, du temps et des cultures qui sont considérées. Nous avons bien compris, en abordant toute votre production aux éditions Goettner, qu'effectivement, il y avait une transversalité, qu'il y avait tout d'abord une intelligibilité
et du fond et de la forme qui se rejoignent et qui sont traités effectivement dans une production thématique. Alors vous avez parlé de votre ouvrage sur Palmyre, j'aimerais rappeler qu'il y avait aussi toute une approche urbanistique qui comprend toutes les transformations de la ville, donc il y a l'aspect archéologique mais il y a aussi tout l'aspect urbanistique. Il y a eu un ouvrage, un hommage au temple de Bel à Palmyre qui rejoint la contemporanéité malheureuse. Je voudrais vous poser la question justement aussi de cette transversalité dont vous parlez et qui fait peut-être un petit peu la spécificité de votre production chez Goettner, puisqu'il y a eu quelques ouvrages dont Lire l'espace, comprendre l'architecture, Sémiotiser l'espace, qui sont des ouvrages avec plusieurs articles. Donc savoir comment vous concevez en fait vos ouvrages. Alors, les livres, quand ils sont une collection d'articles, et il y en a 4 ou 5, ne résultent pas tout à fait du hasard. Les articles sont rangés dans un ordre logique et non pas dans l'ordre chronologique de leur écriture. Par exemple, le dernier qui a été publié il y a 3 ans est articulé autour de la notion d'échelle dans l'espace. Quand on analyse l'espace de l'habitat, on a une certaine échelle. Quand on a un village à considérer, c'est une autre échelle. Une ville, c'est encore une autre échelle. On peut se poser la question de la différence entre un village et une ville. Les théoriciens de l'urbanisme ont beaucoup de mal à donner une réponse. Je rappelle qu'en acadien, c'est le même mot qui désigne les deux. Il n'y a pas de différence pour les gens de la Mésopotamie entre le petit et le grand. Nous faisons une différence. Alors, il est intéressant de faire la lumière sur la différenciation, comment on l'installe. Et puis, j'ai voulu aborder l'échelle régionale, c'est-à-dire qu'une ville vit du territoire qui l'entoure et qu'elle exploite. Et puis, il y a quelques années, il y a 3 ans, je suis tombé sur un cas absolument extraordinaire. Je m'intéressais à la monnaie arabe. Je venais d'écrire un livre qui est sorti chez Goettner sur l'instauration de la monnaie épigraphique. Ça, c'est un livre écrit comme un théorème, a dit Eric Landowski qui a fait la préface. Je pourrais y revenir, mais ce dont je parle, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde dans les musées et dans les collections de pièces de monnaie, on trouve 500 000 dirhams d'argent en Scandinavie, c'est-à-dire au Danemark, en Suède et en Norvège, 500 000 pièces d'argent émises dans les pays de l'islam. Et si on regarde dans les musées arabo-islamiques où ces pièces ont été émises, il n'y a pas 500 000 pièces d'argent dans l'ensemble des collections. Les Scandinaves ont plus de monnaie islamique que les pays islamiques eux-mêmes. Ce cas de figure m'a intrigué et il me semblait qu'il avait droit à une réponse et j'ai mis 3 ans à trouver une réponse. Ces monnaies étaient trouvées dans des caches sous le sol, donc j'ai commencé par analyser les caches. La réponse n'était pas dans la structure des caches. Je me suis intéressé après à la distribution des caches dans l'espace. Et on s'aperçoit que les caches sont le long des rivages de la mer Baltique, et puis de certains fleuves qui se jettent dans la Baltique, et d'autres fleuves qui se jettent dans la mer Noire. C'est ce que j'ai appelé l'isthme baltopontique. Et j'ai étudié cette distribution. Tout ce que ça donne, c'est la preuve matérielle que les Scandinaves se déplaçaient par bateau pour traverser les terres. Mais si on veut comprendre pourquoi toutes ces pièces ont été collectées, non pas par pillage, mais par négoce, ils vendaient des choses aux Arabes contre de l'argent, ils ramenaient l'argent chez eux, et chez eux, l'argent ne servait pas à acheter. Il n'y avait pas de monnaie courante chez les Scandinaves. C'était une culture non monétisée. Les monnaies étaient mises dans le sol pour constituer des trésors. Ces trésors servaient soit à doter une fille, soit à payer le sang de quelqu'un qui a été tué par un groupe dans une vendetta contre un autre groupe, soit pour négocier des alliances. C'est-à-dire que ces trésors n'avaient pas une fonction monétaire, ils avaient une fonction archaïque dans le système de l'échange des dons et contre-dons. Et le phénomène s'arrête à un moment donné, fin du XIe, XIIe siècle, et l'explication n'est pas dans les phénomènes externes,
Parce que certains chercheurs ont dit il n'y avait plus d'argent chez les musulmans, donc les Scandinaves n'allaient plus en chercher. Mais si, il y en avait toujours. En fait, le modèle de la société scandinave a évolué, et au lieu de vivre d'élevage, de pêche et de rapine maritime, il s'impose un modèle copié sur les États francs, les héritiers de Charlemagne, et se mettent à vivre sur le sol et sur le rendement du sol et le paiement au roi. On instaure des rois alors qu'il n'y en avait pas, et les hommes devaient un service militaire à leur roi, et donc une logique terrienne de type féodal, franc, s'installe en Scandinavie, et c'est ça qui arrête la pompe qui importe les pièces d'argent islamiques. Et le commerce intense entre Danemark actuel, la Suède actuelle, et Bagdad ou Tashkent s'arrête parce que les Scandinaves ne sont plus intéressés. Ils ne font plus le voyage, ils n'y vont plus, et ils ne cherchent plus à acquérir cet objet de valeur dont ils avaient besoin dans leur logique antérieure. Alors, ça a fait l'objet d'un article qui place le problème à l'échelle d'un continent, puisque on relie Bagdad à la Scandinavie, à Tashkent, en Asie centrale. Et donc, le problème est posé non plus à l'échelle d'un appartement architectural que l'on analyse, ni à celui d'une ville comme celui de Palmyre, mais à l'échelle continentale, entre des cultures, et falsifie l'hypothèse de Pirenne qui avait dit que tout commerce était arrêté lorsque les Arabes avaient conquis le sud de la Méditerranée. Lui, il ne regardait qu'à l'Occident. Il ne voyait pas ce qui se passait à l'Orient. Et c'était les Scandinaves, hors de la culture qu'il regardait. Pour lui, c'était des sauvages, peut-être. C'est pour ça qu'il ne les regardait pas. Mais il mérite qu'on les regarde autrement. Nous comprenons bien qu'entre l'architecture et l'archéologie, l'urbanisme, l'épigraphie, la numismatique, vous naviguez dans les espaces et dans les temps. Cher Manar, je voudrais que vous me parliez un petit peu de votre production associative et à venir, surtout de vos projets, pour qu'on puisse conclure cette entrevue. Alors, parallèlement à l'écriture, c'est ce qui reste, c'est ce qui se propage, c'est ce qui permet de transmettre de façon durable à autrui. J'aime bien une autre activité, c'est celle d'expliquer de façon claire des choses difficiles à des gens qui ne sont pas des professionnels. Quand je fais de la sémiotique et que j'écris de la sémiotique ou de l'architecture, je m'adresse à des professionnels de la sémiotique et de l'architecture. Mais il est très intéressant de faire passer le message à des médecins ou à des économistes qui simplement se posent des questions de même nature, mais de façon non professionnelle. Alors, le problème est plus difficile, puisqu'on ne peut plus se servir du métalangage particulier, contrôlé, et que si on se servait d'un métalangage un peu trop difficile, cela rebuterait ces personnes qui sont intelligentes, mais qui ne veulent pas prendre le temps d'acquérir un nouveau vocabulaire, de nouveaux concepts. Et donc, je me suis passionné à expliquer à des amis français et peut-être aussi des gens qui ne sont pas tout à fait français, mais installés en France, qui allaient au Proche-Orient. Je leur ai expliqué ce qu'on voyait en Syrie sur site. Et donc, quand on allait à Palmyre, ou à Mari, ou à Alep, ou à Damas, ou en d'autres lieux, à Ougarit, etc., expliquer aux gens, à des gens intelligents, qui sont éduqués, cultivés, mais dont la profession, c'est d'être chirurgien, ou anesthésiste, ou ingénieur des pétroles, de leur expliquer ce que c'était qu'une ville comme Ougarit, où on a parlé 7 langues, enfin on les a lues, on les a écrites, et où on a fait du commerce international, ou bien à Palmyre, où en pleine steppe, on a construit une ville de 220 hectares, avec des colonnades sur 3 kilomètres. On a construit des choses absolument extraordinaires pour le plaisir et parce qu'on en avait les moyens. Et comment ils en ont eu les moyens et avec quelle logique ils ont pu le construire. Et alors, pour ça, nous avons créé une association de type 1901 avec un certain nombre d'amis. Au noyau, il y avait Aïssam Abdessamad qui est mort il y a 3 ans. Il y avait ma femme qui est morte cette année.
Il y avait aussi d'autres amis qui sont vivants, eux bien vivants, mais qui m'ont aidé à constituer cette association qui, depuis maintenant 12 ans, fait des réunions tous les mois. La majeure partie de ces réunions ont pour sujet des sujets d'archéologie, mais on aborde aussi des questions de musique ou d'histoire culturelle, parallèlement au fait qu'on allait très souvent dans les pays arabes, l'Égypte aussi, le Maroc, pas seulement la Syrie, à Oman aussi. Et cette association a une richesse intellectuelle remarquable, en plus de la chaleur humaine que cela donne. C'est mieux parfois que d'écrire à des gens qu'on ne voit jamais. Un article qu'on diffuse dans la presse, il est lu par des centaines de personnes, mais on ne sait pas qui c'est. Alors que quand on voit les gens en chair et en os devant soi et qu'on peut discuter avec eux, ça a un autre goût. Quels sont vos projets futurs ? Actuellement, j'ai un bouquin que je viens de soumettre à Mira, qui réunit 8, peut-être 9 articles, les derniers écrits. J'y traite une question que j'ai posée il y a 40 ans. Et il y a 40 ans, je disais qu'elle était trop difficile, que je ne savais pas répondre. Aujourd'hui, je sais répondre et je donne la réponse. Je traite aussi d'autres questions plus compliquées qui se rapportent à l'espace arabo-islamique. J'ai traité une question à laquelle personne ne consacre quasiment du travail, c'est l'éclairage festif. Chez nous, dans toutes les fêtes, on éclaire les lieux de culte. En France, on éclaire la Tour Eiffel ou les Champs-Élysées. En Orient, on éclaire les églises et les mosquées. Et c'est là que les gens se rencontrent et ont le sentiment euphorisant que la vie est belle parce que leurs monuments sont éclairés. Et personne ne s'est donné la peine d'analyser qu'est-ce qu'un éclairage d'un lieu collectif, social, et pourquoi cet éclairage a une allure donnée au 7e siècle, une autre allure au 11e siècle, ça change au 16e siècle, ça change aujourd'hui. Pendant très longtemps, disons un millénaire et demi, on éclairait à l'huile avec des mèches, et puis l'électricité est arrivée, bien sûr, ça change les choses. Mais essayer de restituer ce que c'est qu'un éclairage à l'huile, sa logique fondamentale, et comment ça s'articulait. Par exemple, au Maroc, à Fès, il y a un luminaire absolument extraordinaire où sur une structure conique en laiton, il y a 520 lampes à huile qui étaient installées. Quand je me suis posé la première fois, combien de temps fallait-il pour remplir d'huile les 520 lampes et allumer les 520 mèches, je me suis dit que ça devait prendre plus qu'une journée. Je ne sais pas combien de personnes pouvaient être simultanément à l'œuvre, mais on comprend aussi, dans ces conditions, que certains lieux de prière connaissaient des incendies, et des incendies graves, parce que lorsque ces lampes à huile pètent, et que l'huile tombe, et qu'elle flambe, et qu'elle met le feu aux nattes ou au tapis qu'il y a autour, évidemment, on a un incendie grave. Donc parfois, les jours de fête peuvent être malheureux. Mais sans parler de ces incendies, mon souci premier, ça a été de clarifier la logique de la structure de l'éclairage. Qu'est-ce qu'un déploiement de lumière dans un lieu ? Et on s'aperçoit que ce qui était éclairé, ce n'était pas simplement le sol sur lequel marchaient les gens, mais c'était les murs et les colonnes, c'était les gens eux-mêmes. On concentrait la lumière là où il y avait des personnages importants, mais aussi et surtout, et ce à quoi on ne pense pas vraiment, c'est que la lumière était là pour elle-même et pas pour éclairer autre chose. Et qu'on avait de la joie à regarder des luminaires. Et ça, c'était festif. Merci Manar pour votre éclairage et shukran.